Je ne vais pas retracer leur parcours. En revanche, je voudrais reprendre la narration picturale de Christian Mongeau ce matin. Et je reviendrai sur cette couleur, le rouge. Le rouge qui les unit par robe et écharpe interposée. Cher Éric, cher Christophe, le cardinal Richelieu, le cardinal comédien Richelieu et l'impérial journaliste vont monter sur la grande scène de l'entreprise pour un débriefing toujours attendu. Et c'est un privilège. Merci d'être avec nous. J'ai écrit ça après de Ricard. Merci beaucoup, merci beaucoup. La couleur était plutôt le rosé dans la cour tout à l'heure, mais bon, on veut bien prendre la suite avec le rouge qui nous est commun. Et vous parlez de ce spectacle que vous avez vu pour certains d'entre vous hier soir, pour d'autres la soirée précédente, et pour d'autres encore, et j'ai recueilli quelques confidences qui allaient dans ce sens tout à l'heure, à la télévision, parce que certains qui ne sont pas allés dans la cour d'honneur ont vu la retransmission en direct hier sur France Télévisions, et c'était très intéressant d'avoir leur opinion. Je laisserai Éric parler plus avant des deux protagonistes principaux, c'est-à-dire l'auteur du documentaire, Frédéric Wiseman, Welfare, qui a servi de base, de matériau à ce spectacle, parce que Frédéric Wiseman a travaillé sur et avec la Comédie Française, en tournant d'abord un documentaire un peu comparable à celui de Welfare, c'est-à-dire une plongée dans une institution, à la Comédie Française en 1995, où Éric était jeune pensionnaire depuis 2 ans. Un long documentaire qui s'appelait La Comédie Française ou L'amour joué. Il a fait la même chose d'ailleurs peu de temps après à l'Opéra de Paris. Et puis il a mis en scène pour la Comédie Française Vie et Destin de Vitaly Grossman, et puis Oh les beaux jours également. Donc ça a été un partenaire de la Comédie Française. Et bien sûr Julie Deliquet, qui a fait plusieurs mises en scène à la Comédie Française, dont une qui m'a moi absolument époustouflé, émerveillé, dont je considère que c'est peut-être une des choses les plus abouties avec les damnés dans la transposition, adaptation, métamorphose, image vers plateau, qui est Fanny et Alexandre, le film d'Ingmar Bergman de 82, dont elle avait tiré une pièce pour la Comédie Française, avec notamment Thierry Ansys et Elsa Le Poivre, et Denis Podalides aussi, et qui était une pièce absolument puissante, méphitique, entraînante, qui renouvelait complètement les codes de la narration scénique. Donc c'est vraiment quelqu'un dont le travail, ce travail de métamorphose de l'image vers le plateau, mérite d'être suivi. Même si dans cette mutation, cette alchimie périlleuse, j'ai tendance à considérer qu'avec Welfare, elle a buté sur un os, qu'elle a trouvé un matériau rétif, un magma, comme elle le dit elle-même dans l'interview. Le magma ne s'est pas bien refroidi, ou le magma n'a pas pris la forme que l'on pouvait espérer. Pour diverses raisons, certaines peut-être liées au lieu où ça a été créé, peut-être des raisons aussi profondes de la nature même de ce magma. Je ne pense pas qu'il soit impossible d'adapter un documentaire, donc partant d'images sur des faits réels et des personnages réels, au théâtre. J'en prends pour preuve les 2 adaptations extrêmement réussi par Zabou Bretman des documentaires de Depardon, là aussi des documentaires de la fin des années 80, un dans un commissariat et un autre qui a eu beaucoup de succès dans un hôpital psychiatrique, dans une urgence psychiatrique, et Zabou Bretman en avait tiré des pièces, et notamment Urgence, celui sur l'hôpital psychiatrique, avait été une petite merveille. Mais c'est vrai qu'elle avait joué ça plutôt dans des petits lieux, retrouvant un peu l'intimité ou la promiscuité propre à ces faits. Ici, ça me semble raté pour plusieurs raisons. Julie Deliquet, dans le programme qui vous a été distribué dans la cour d'honneur, dit que, en fait, quand elle pratique cet art de la métamorphose, de l'adaptation, du retour sur plateau, elle emprunte un territoire qu'elle pense pouvoir remiser sur une scène. J'aime beaucoup cette idée d'emprunt du territoire, parce qu'elle vient dans un espace, dans un territoire qu'a arpenté, qu'a ensemencé un autre créateur. Et Dieu sait si Frédéric Wiseman passe beaucoup de temps, filme beaucoup d'heures pour en tirer 3 heures de documentaire. Mais en plus, ça dit bien ce qu'elle a voulu faire aussi de transposition du lieu. Pour moi, c'est un des aspects réussis de l'adaptation que nous avons vue dans la cour d'honneur, c'est le changement de lieu. Dans le documentaire de Wiseman, ce qui est très frappant, c'est la promiscuité de la salle d'attente, des couloirs, le contact à la fois très lointain et très proche du guichet
des aides sociales, avec l'hygiaphone, avec la vitre qui à la fois sépare et néanmoins permet à des gens de se parler à 15 cm les uns les autres, de se passer des documents, donc voilà, de gérer les moments de violence ou d'énervement dans une sorte de protection réelle mais d'exposition symbolique. Et j'ai trouvé que son travail de transposition dans un lieu immense, en l'occurrence la reconstitution d'un gymnase qui est à la fois le lieu d'accueil d'urgence chaque fois qu'il y a une inondation dans une ville, un tremblement de terre ou des événements sanitaires exceptionnels comme la campagne de vaccination de la Covid, on va toujours réquisitionner les gymnases en premier lieu. J'ai trouvé que ça c'était une bonne idée, qu'elle était plutôt réussie. Ceux qui sont arrivés assez tôt dans la cour d'honneur ont vu les espèces de dortoirs, de tentes où on peut consulter un médecin ou bien dormir, qui sont démontés juste avant le début du spectacle et qui ne reviennent pas. Est-ce qu'on est déjà dans le spectacle? Est-ce qu'on est dans une anticipation? On passe d'une situation d'urgence à une situation qui a l'air d'être la banalité, le quotidien de ce centre administratif. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un message qui était intéressant. De la même manière, avoir cet espace de gymnase, ça mêle deux univers. D'abord, un univers vaste. Donc l'affrontement, la spatialité de la relation entre les fonctionnaires et les pauvres, les indigents, changeait de dimension. On est là sur un terrain, on bouge, on s'approche, on s'éloigne l'un de l'autre. Quand l'affrontement commence, ça peut devenir une espèce de ring où on peut se battre. D'ailleurs, ils s'empoignent à plusieurs reprises, ce qui est très compliqué quand il y a un guichet. Et puis c'est un lieu de compétition, c'est un terrain de sport, même de plusieurs sports, puisqu'il y avait les marquages sur le sol de tous les sports possibles, pas seulement le basket. Tous ceux dans notre génération qui ont connu les gymnases des collèges et des lycées de ces années-là, c'était exactement ça. Hein. Les mêmes matelas, les mêmes espaliers, les mêmes outils, tout était là. Et j'ai trouvé que ce territoire-là était bien restitué et assez efficace pour essayer de donner une ampleur aux propos et notamment le changement de nature, le changement de degré de la violence. D'une violence purement paperassière et d'opposition de fonction, le fonctionnaire, le quémandeur, à une violence physique présente qui peut tourner à l'affrontement. Ça donnait d'ailleurs au rôle du sergent, qui est là pour faire la police, une importance narrative très forte. C'est le seul qui reste pendant la pause déjeuner. Il mange son sandwich au milieu des indigents qui, eux, ne mangent rien, pendant que les fonctionnaires, eux, vont à la cantine ou grignoter dans leur bureau. En revanche, ce territoire a buté sur un autre, qui est le territoire du Palais des Papes. C'est pas la première fois que l'on voit un spectacle dans la cour d'honneur ne pas prendre en compte ou se construire contre ce lieu unique, inédit, injouable qu'est la cour d'honneur. Mais là, j'ai trouvé que spécialement hier, on ignorait la verticalité de ce lieu. Le Palais des Papes n'existait pas. On avait vu les années précédentes une tentative d'aller vers la verticalité du palais et la transcendance qu'offre le palais, parce que c'est quand même le palais des papes. Le Moine Noir, par exemple, l'an dernier, dans son final de derviche tourneur, si j'ose dire, en tout cas de moine chorégraphié, essayait de retrouver quelque chose de l'abbaye, en tout cas quelque chose de la spiritualité et de la verticalité. Tieste, qui avait mis en scène Thomas Joly, il y avait aussi, grâce aux éclairages, à ces projecteurs de DCA qui étaient braqués vers le ciel, cette tentative de se réconcilier avec la verticalité du Palais des Papes. Le Prince de Hombourg, celui créé récemment par Giorgio Barbero Corsetti avec Xavier Gallet, pareil, il y avait dans la cavale qui était dressée avec le jeu d'ombre sur le mur, une volonté d'apprivoiser, en tout cas d'utiliser cette verticalité. Et bien sûr, si on remonte plus loin, le soulier de satin de Vitesse qui utilisait tous les orifices possibles pour montrer que le Palais des Papes était non seulement un décor, mais un acteur de la pièce présentée. Particulièrement hier, j'ai trouvé qu'on voulait nous le faire oublier. Comme si ce lieu ne devait pas exister, ne devait pas être pris en compte par les spectateurs. Alors il est vrai aussi, si vous avez regardé le programme, vous avez pu compter que 13 autres scènes vont accueillir ce spectacle. Pratiquement toutes des scènes nationales, des centres dramatiques nationaux, une ou deux scènes en Europe, qui sont des plateaux, on les connaît bien, qui sont des plateaux extrêmement larges avec leurs contraintes techniques et qui sont souvent des plateaux d'horizontalité et de profondeur, mais assez peu de verticalité. Et là, j'ai trouvé que c'est une dimension qui n'avait pas été du tout abordée par la metteuse en scène. La force du documentaire se situe vraiment profondément dans l'enfermement des pauvres dans leur histoire, dans leur destin, ou plutôt dans leur absence de destin. Parce que Julie Deliquet dit que ce sont des sans-abri, des sans-droits. Oui, on pourrait presque ajouter des sans-dents, mais ça a déjà été fait. C'est aussi des êtres qui pourraient correspondre à cette phrase malheureuse de l'actuel président, ceux qui ne sont rien.
Emmanuel Macron avait eu cette phrase en parlant des gens qui sont dans une gare, à la fois l'homme d'affaires qui prend son train pour aller d'un rendez-vous business à un autre, et puis ceux qui ne sont rien. Et il a formulé quelques regrets sur cette phrase, mais elle voulait dire ceux qui n'ont pas une vie qui compte, ceux qui n'existent pas aux yeux des autres, ceux qui sont sans destin. Et là, les personnages que nous avons vus dans Welfare sont des gens qui sont à la recherche de leur destin perdu ou qui n'en ont jamais eu. Jusqu'à ce personnage de Valerie Johnson, dont on n'est même pas sûr que ça soit son identité. On ne la connaît pas, elle n'est pas dans les fichiers, son numéro de sécurité sociale n'est pas le bon. Est-elle vraiment qui elle prétend être? Est-ce qu'elle ne se trompe pas elle-même sur son identité? Et cette fragilité, cette absence de destin, ces êtres en creux ou en vide, dans le documentaire, ils apparaissent profondément. Parce que leur émotion, leur destruction, leur désarroi est visible dans leur regard, dans leur visage. Et c'est là où je retrouve ce que m'ont dit les 2 ou 3 personnes parmi vous qui ont vu hier la captation télévisée en direct et qui ont vu les gros plans. Et qui m'ont dit, mais j'ai finalement préféré l'heure que j'ai vue dans ma chambre d'hôtel en rentrant que la première heure que j'avais vue en scène. Parce que j'avais d'un seul coup cette proximité, cette promiscuité. Ils étaient là beaucoup plus incarnés, beaucoup plus présents. Et c'est très difficile de faire exister de tels destins quand on a la distance et l'espace. Les personnages qu'on a vus sur la scène, ils avaient une incarnation extrêmement puissante. Le vétéran raciste, le repris de justice black, le couple de junkies, ils ont une présence physique, non seulement par le talent des acteurs, mais par la force de leur profération, extrêmement puissante. Donc évidemment, ça pousse au conflit avec l'administration, ce qui donnait quelque chose de théâtral, mais ça le vidait un petit peu de l'émotion qu'on trouvait dans le documentaire, ou la fragilité, avec des gens qui étaient parfois à peine audibles, à peine compréhensibles. La fragilité créait beaucoup plus d'émotions et de bouleversements. J'ai eu l'impression que du coup, le théâtre se retournait contre son objet. Que pour faire théâtre, notamment dans ce lieu, Julie Deliquet avait été obligée de concasser le magma proposé par le documentaire de Frédéric Wiseman et qu'en quelque sorte, elle le détruisait en voulant le transformer. Et là, je me suis dit qu'il y avait un peu une aporie de cette tentative, de cette manière de mettre en scène ces images-là. L'image cinématographique, que ce soit Fanny Alexandre ou les damnés, le cinéma a son propre lyrisme, sa propre puissance, et donc il s'agit de trouver le bon alambic pour le faire passer dans la force théâtrale. Ce que Ivo Van Hove avait réussi en décuplant la puissance de Visconti et en débarrassant Visconti d'une certaine esthétique baroque qui en scène aurait pu paraître emphatique. Et là j'ai trouvé que Julie Deliquet n'avait pas trouvé l'alambic, mais c'est peut-être impossible. Peut-être qu'on ne peut pas faire d'esprit de vin avec l'alcool de ce documentaire. Alors, dans la peinture qu'elle nous donne, il y a quand même des réussites. Je trouve que l'administration telle qu'elle est montrée est très très bonne. Parce qu'elle n'est pas tombée dans le piège de nous décrire l'administration kafkaïenne, sans cœur, froide, qui applique des rouages dans le but de détruire l'autre ou de le détourner de son chemin. Non, on a là une machine administrative et des gens qui l'animent qui sont doublé d'une double mission. D'abord, aider vraiment ces gens. Il y a une bonne volonté. Ils veulent vraiment arriver à sortir ces gens du pétrin, mais aussi ne pas tomber dans la charité. C'est-à-dire, on donne parce qu'ils demandent. Non, ça c'est pour l'Église. On donne parce qu'ils demandent. On ne veut pas savoir qui ils sont, d'où ils viennent, s'ils mentent ou s'ils disent la vérité. Non, on est l'administration, on est l'État, donc on veut comprendre. Donc l'État-providence, il ne distribue pas d'emblée, il sélectionne, il hiérarchise, il trie, il calcule et il donne à chacun ce que la collectivité lui doit. D'où ces phrases extraordinaires que l'on a dans la pièce. Il faut suivre la procédure 913, dit un des fonctionnaires. Ça veut dire qu'il y en a au moins 912 avant. J'ai trouvé ça ahurissant. C'est administratif, on n'y peut rien, dit un de ses collègues. Il faut être inscrit sur les listes. Voilà, le but n'est pas d'être pauvre ou d'être malheureux, non, il faut être inscrit sur les listes. C'est ça le sésame pour obtenir une aide, être inscrit sur les listes. Et alors cette phrase magnifique, qui fait tellement écho d'ailleurs avec l'administration française, « Madame, il faut toujours signaler un changement de situation ». Voilà, ça j'ai trouvé que ça résumait le labyrinthe dans lequel s'enferment et les indigents qui ne font jamais la démarche qu'il faut, bien entendu, parce qu'ils ont d'autres urgences à servir, et puis les fonctionnaires qui sont piégés par cela. Ça j'ai trouvé que c'était extrêmement bien rendu, avec beaucoup de subtilité, d'humilité, et que jamais ça ne tombait dans la caricature. Et puis, beaucoup de vérités aussi qui viennent de cette parole des pauvres ou des indigents. L'aide sociale, c'est le grand manège de New York, dit un des personnages. On monte, on redescend, on remonte, on redescend. Dieu est comme l'aide sociale, parfois il aide.
C'est ce personnage fascinant, qui est un peu oublié à la fin, qu'on retrouve au fond d'un couloir, qui est ce juif errant, qui a connu une situation confortable, 22 000 $ de revenus par an, et qui s'est trouvé déclassé. Donc lui, c'est presque pire que les autres. Non seulement il est pauvre, mais il a été aisé, dans cette espèce d'effondrement qu'on peut connaître aux États-Unis. Et c'est lui qui finalement philosophe, quand il termine sa parole, il philosophe en réfléchissant sur le rôle finalement qu'il a joué et que les autres ont joué. Il a d'ailleurs des livres qui dépassent de sa poche. Il n'est pas seulement dans le vécu et le témoignage, mais il est dans la réflexion d'une situation telle qu'il la voit. Et ça m'a rappelé plusieurs pièces de théâtre. Je commence par la première qui est la plus évidente parce qu'elle est citée dans la pièce, c'est Godot. Théâtre et pauvre, théâtre et indigent. Je me suis dit, tiens, où est-ce qu'on voit des indigents au cœur d'une œuvre théâtrale? Il n'y en a pas tant que ça finalement. Je me disais, tiens, dans les temps difficiles d'Édouard Bourdet, il doit y en avoir, mais non, dans les temps difficiles, ce sont des riches qui d'un seul coup se trouvent confrontés à une crise. Dans Octave Mirbeau, Les affaires sont les affaires, c'est un riche qui se trouve mis en difficulté et qui se venge. Mais un théâtre sur les indigents, c'est plus rare. En attendant Godot, 1953, Vladimir et Estragon, Pozzo et Lucky, évidemment des pauvres, des clochards, mais des clochards philosophes. Julie Deliquet cite Godot dans son interview en disant Vladimir et Estragon réconcilient les anti-héros de Samuel Beckett qui disent haut un certain état du monde. Et elle voit ces personnages être comme Vladimir et Estragon. Ils se demandent quelle est leur place dans la société, leurs droits, leur relation à l'État et à la dignité. Et en effet, Godot entre pas mal en résonance avec ce qu'on a vu dans la cour d'honneur. Le personnage barbu que j'appelle le juif errant et qui a des livres qui débordent de son imperméable, il dit à la fin, dans cette espèce de morale qu'il tire de cette journée à l'aide sociale, Godot, j'attends l'équité, la justice. Alors pour lui, Godot, c'est l'équité, la justice. On a tous passé des heures d'étudiants à réfléchir sur ce qui était Godot. Est-ce que c'est God, Dieu? Beckett disait non, ça m'est venu de Godillot, voilà, les godasses des clochards, c'est pour ça que je l'ai appelé Godot. Et à la fin de Godot, il est écrit, le dernier mot du personnage, je crois que c'est Estragon, dit « Allons-y », et Beckett a ajouté « Il ne bouge pas ». Fin. Et j'ai trouvé que ça résumait assez la situation de ce bureau d'aide sociale. En permanence, c'est vous n'avez plus rien à faire, ils ne veulent pas sortir. En permanence, on leur dit attendez, ne bougez pas, votre dossier revient. Et à la fin, ils sortent tous et puis ils reviennent avant les saluts, comme si on était le lendemain matin et c'est les mêmes qui reviennent. De toute façon, c'est le manège permanent. Godot, c'est Dieu, c'est l'aide sociale qu'ils attendent. Ils attendent leur chèque. Godot, c'est peut-être la providence, mais pas la providence de Dieu, God, la providence de l'État-providence. J'ai trouvé deux, trois autres pièces qui peuvent être intéressantes à mettre en miroir avec ce qu'on a vu hier. La première scène, alors ça, pour les pauvres au théâtre, c'est la scène matricielle, c'est la scène du pauvre dans Don Juan. C'est la deuxième scène de l'acte 3. Don Juan et Sganarelle sont dans un bois, ils ont fui devant les frères d'Elvire, ils sont perdus, ils vont demander leur chemin à un pauvre. Et Don Juan entame le dialogue avec ce pauvre. Quelle est ton occupation parmi ces arbres ? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Oh, hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Ah ! Je m'en vais te donner 1 louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Et c'est le débat entre le pauvre qui refuse de blasphémer et Don Juan qui finit par lui donner son louis d'or pour l'amour des hommes. Cette scène, elle a été jouée une seule fois, lors de la première en mai 1665 à la Création. Dès le lendemain, devant le tollé, Molière l'a retirée. Puis après, c'est toute la pièce qui a été interdite. La pièce a été réécrite et mise en vers après la mort de Molière par Thomas Corneille, le jeune frère de Pierre Corneille. Elle a été jouée comme ça jusqu'au milieu du 19e, dans une version qui n'avait plus rien à voir avec celle de Molière. Ça s'appelait pourtant le Don Juan de Molière. Et il faudra attendre Jouvet pour que vraiment la pièce retrouve toute sa place. Je crois qu'elle a été plus jouée depuis Jouvet, juste avant-guerre, jusqu'à aujourd'hui, que de 1665 à Louis Jouvet, c'est vous dire. Et cette scène du pauvre est une scène extraordinaire. Le louis d'or, le Don Juan,
essaye d'être l'aide sociale, le welfare, c'est-à-dire ce sont les hommes pour l'amour des hommes qui aident les pauvres. Il n'y a plus rien à attendre de Dieu. Prier Dieu, ça ne fait plus tomber la manne. Les hommes, avoir confiance dans les hommes, ça permet d'avoir le chèque ou le louis d'or. Et je trouvais que cette scène était un peu peut-être la plus ancienne qu'on pouvait trouver sur les pauvres à la recherche de la charité. La providence humaine en lieu et place de la providence divine, et même en opposition, en combat contre la providence divine. Deuxième pièce, alors elle est totalement méconnue, qui est une pièce de Victor Hugo, qu'il a écrite en 1866, donc on est longtemps après les grandes années du romantisme, dans une série de pièces qui s'appelle Théâtre en liberté, où on trouve 1000 francs de récompense, qui a été jouée d'ailleurs à la Comédie Française il n'y a pas très, très longtemps, qui est une superbe pièce, mais on trouve aussi L'épée, Mangeront-ils, et on trouve une pièce qui s'appelle L'Intervention. L'Intervention, ce sont deux pauvres, une fabricante de dentelles, Marcinelle, et son compagnon qui peint des éventails. Ils sont dans une soupente, ils sont à la fois très amoureux, mais ils crèvent la faim. Leur petit bébé, leur petite fille est morte. Lui veut récupérer la robe pour faire des éventails, elle veut récupérer la robe pour ses travaux en dentelle. Ils se disputent et arrive un baron, fortuné et un peu dandy, et sa maîtresse qui est une espèce de courtisane. Et là se joue un jeu de séduction, un peu comme dans l'échange de Claudel, où le baron essaye de séduire la dentelière, où la demi-mondaine tente de séduire Edmond, et tout ça avec des promesses d'argent, et le jeune couple d'amoureux pauvres est tenté. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare, on se trompe, mais on sort de la misère, ou bien on reste ensemble, fidèles, mais on reste dans la misère. Et on a cette tentation de où aller chercher l'État-providence, où aller chercher l'issue par rapport à la misère. Et que faut-il abandonner de soi-même pour sortir de la misère? Voilà. Jusqu'où faut-il abjurer ce qu'on est? Sa liberté, je n'ai pas envie de faire appel parce que ma maison a brûlé, comme dit un des personnages. Son identité, je suis Valérie Johnson, ne me faites pas passer pour une autre. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour qu'on vous fasse l'aumône? Autre pièce, plus récente, et j'en terminerai par là, et qui, elle, fait complètement écho à ce qu'on a vu, c'est Les Bas-fonds de Maxime Gorky, 1902. Alors là, on a affaire à une pension dans laquelle il y a un exploitant, Kostilev, qui tient cette pension avec sa femme Vassilissa, et puis des locataires de cette pension. Le héros, qui est un voleur, Pépel, là encore un noble déclassé qui tombe dans la ruine, un peu comme notre juif errant, qui est le baron. Vous avez peut-être vu l'adaptation au cinéma de Jean Renoir, un absolument formidable film, où c'est Jean Gabin qui joue le jeune voleur, et c'est Louis Jouvet qui joue le baron déclassé. Et c'est aussi Robert Le Vigan qui joue une espèce de mystique dans ce film. Le Vigan qui va être un des grands acteurs de la collaboration et qui va après partir en Amérique du Sud après ces années de condamnation. Et qu'est-ce qu'on voit dans Les Bas-fonds? C'est qu'en fait, il n'y a plus rien à attendre de personne. L'État n'est pas là, Dieu est mort, et les pauvres ne pourront s'en sortir que dans la solidarité. Attention, y compris la solidarité contre ceux des pauvres qui vont exploiter les plus pauvres pour être un peu moins pauvres. Et ça, c'est le tenancier de cette pension. Et Les Bas-fonds nous donnent une leçon d'optimisme, parce qu'en fait, tous ces personnages pensent s'en sortir, notamment les plus jeunes, mais l'optimisme passe par l'entraide, par le contrat social. On n'est même pas dans l'attente d'une machine administrative qui fait de l'aide sociale. On est vraiment dans l'idée qu'on ne s'en sortira que par soi-même et par un peu de chance. Et c'est ça la leçon des Bas-fonds, c'est que l'humain n'a d'espoir que l'humain dans notre terre, sur notre terre. Le prochain est notre seule issue. Et on avait l'impression, en voyant Welfare, qu'en voulant organiser les choses, l'État-providence avait sans doute été beaucoup plus efficace. On meurt quand même moins de faim et de froid qu'à l'époque des Bas-fonds de Gorky, mais que l'État-providence n'avait pas réussi à restaurer cette chaleur humaine que l'on voit dans les Bas-fonds, dans cette pension russe, et que l'on voit absolument pas dans ce gymnase. Voilà, pardon, j'ai été trop long, mais je passe la parole à Eric. Merci Christophe. Je vais peut-être pouvoir donner 2-3 éléments de contexte avec plein d'attention et de précaution. Je connais très bien Julie Deliquet, j'ai une infinie admiration pour elle, et effectivement, grande metteur en scène dont je connais le travail depuis 10 ans. Je crois que j'ai absolument tout vu, et effectivement, elle a monté 3 spectacles ou 4 spectacles à la Comédie Française. Peut-être que je peux vous dire dans quoi, me semble-t-il, son spectacle s'inscrit.
et qui, je ferai un parallèle plutôt avec d'autres metteuses ou metteurs en scène, notamment Alexander Zeldin, qui est peut-être quelqu'un dont vous avez vu le travail à l'Odéon, qui vient assez régulièrement, qui a monté dernièrement, je crois, une pièce qui s'appelait Un mort dans la famille. Il avait monté un autre spectacle qui s'appelait Love, et un autre qui s'appelait Hope, Charity, et un autre nom anglais. Et puis Caroline Julienne Guyenne, que vous devez connaître, qui a fait cette magnifique pièce qui s'appelait Saïgon, qui est une sorte de mythologie familiale personnelle, qui a beaucoup tourné et qui vient d'être nommée à la tête du Théâtre national de Strasbourg. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec Caroline en lui disant « Est-ce que tu viendrais à la Comédie Française ?» Elle me disait « J'aimerais beaucoup, sauf que mon principe à moi, c'est de mettre sur le plateau des gens qui n'y sont jamais. » Alors on sait qu'on a chacune et chacun des missions de diversité des publics, de diversité aussi sur les plateaux. On sait qu'il y a un désir, très grand désir de nouveaux récits, c'est de rectifier certaines manières de dire l'histoire qui, pour certains, ne sont pas justes et qu'il faut les rectifier, ou de faire des récits pour parler de gens dont on ne parle absolument jamais. Et puis, Caroline va un petit peu plus loin en disant « Mais moi, je veux mettre sur scène des êtres humains dont ça n'est pas le métier d'être acteur. » Donc, de mettre sur le plateau des gens qu'on ne voit pas habituellement. C'est là où notre projet Comédie Française bute sur une difficulté, vu qu'il y a 60 actrices et acteurs à la Comédie Française, dont c'est vraiment le métier, donc c'est pas simple de trouver. Mais il me semble que Julie travaille dans ces eaux-là. Alexander Zeldin, lui, il écrit des pièces après, je crois, un long processus d'improvisation. C'est un franco-britannique. Ce qu'il fait, lui, à l'Odéon, c'est qu'il écrit des pièces sur des centres sociaux. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez parallèle, où se retrouvent là, où des gens qui sont en très grande précarité, qui doivent partir 3 nuits après, mais qui finalement réussissent à rester quand même. Donc des égarés de la vie qui se retrouvent à un moment là. Ce qu'il y a d'assez profondément beau et profond dans son théâtre, c'est qu'il réussit à faire comprendre que même au fond de la misère la plus grande, il y a des effets de solidarité et de dons qui s'y passent. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il amène les scénographies à venir dans l'espace scénique. C'est toujours des décors un peu à l'allemande, avec des soupirails, une porte qui s'ouvre, une porte de clinique, etc. Puis vraiment du mobilier qu'on connaît tous, et avec des sièges baquets en plastique sur lesquels les premiers spectateurs sont déjà assis. À côté d'eux, il y a souvent des acteurs ou des non-acteurs, mais qui vont jouer, qui sont déjà dans l'espace scénique. On parlait avec Madame la ministre de vulnérabilité, et ça fait simplement dire très, très intuitivement que là où je suis assis, je suis spectateur, mais finalement je pourrais basculer dans l'histoire qui m'est racontée parce que j'ai déjà pratiquement un pied dedans, et que la limite entre les deux n'est plus un 4e mur ou un rideau de fer. On est dans une compréhension de ces interpénétrations qui sont des épées de Damoclès. Je pense que Julie est dans cette thématique-là. Je pense que Julie, qui dirige depuis 5 ans, je crois maintenant, le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, sur un territoire complexe, sur lequel elle fait un énorme travail de terrain. Donc je pense que c'est sa matière actuelle, et qu'elle le prend à bras le corps avec beaucoup de courage, et elle vient nous le mettre sous les yeux, d'une certaine manière. J'observe une chose, qui est qu'il y a toute une génération pour qui le théâtre doit être un geste politique, ou en tout cas doit intégrer les gens qu'on ne voit pas, doit mettre sur le plateau les thématiques que tout le monde veut éviter. Et il y a souvent un paradoxe entre la volonté de mettre ça sur le plateau et les gens devant qui on le joue. Parce que c'est des productions qui coûtent cher, parce que ce sont des lieux emblématiques. Je pense qu'il y a là où il y a une chose à régler. Christophe, tu parlais des pièces qui traitent de ça. J'ai monté il n'y a pas si longtemps au Théâtre des Champs-Élysées La Bohème, qui est l'histoire de gens qui n'ont pas d'histoire, voilà, et qui s'inventent une histoire parce que
ils n'en ont pas les moyens, donc ils compensent par de l'imaginaire jusqu'au moment où la maladie rattrape. J'ai fait ça au Théâtre des Champs-Élysées. Le ticket d'entrée au Théâtre des Champs-Élysées n'est pas donné. Et puis, c'est du symphonique. Il y a 100 personnes sur le plateau, 70 personnes dans la fosse. On vient de faire l'opéra de Katsu de Brecht au Théâtre de l'Archevêché à Aix-en-Provence. Le ticket d'entrée à Aix-en-Provence n'est pas donné non plus. Donc, et je regardais hier, je me posais la question. J'étais face à ce spectacle où j'étais un petit peu sur la narration, un peu comme lorsqu'on va voir des spectacles de fin d'année avec 20 candidats. Il y a un moment, quand 12 sont passés, on compte les restants en se disant qu'il m'en reste 8, parce que la narration est juste une chose, une juxtaposition, effectivement, en épisode comme ça. Et donc je voyais, et jusqu'au salut, je sentais bien que pour pas mal de jeunes spectateurs, il y avait quelque chose de très important qui se passait. Parce qu'il faut que ça se dise, il faut que ça se montre, ça va dans le bon sens. Et puis beaucoup de gens qui partaient petit à petit et qui pourraient être taxés aux yeux de ces jeunes gens comme des gens indifférents, ce qui à mon avis ne le sont pas. Mais le hiatus étant, c'est une soirée à Avignon dans l'érotisme nocturne de la cour. Et ce qui se passe là est très loin et ça manque de théâtre. Je ne sais pas comment dire ça, c'est la chimie de cette soirée qui n'a pas opéré. Je ne pense pas que ça soit le sujet, parce qu'il y a effectivement des pièces de théâtre qui ont pu être faites, il y a des adaptations, il y a du théâtre documentaire, tout ça on le connaît. Peut-être que Julie, dans son geste, a maintenant, ou est arrivée à une radicalité qui lui fait dire « qu'est-ce que je peux faire dans la cour d'honneur ?» Je ne vais pas faire du théâtre, ce qu'on attend, je vais essayer de poser une vérité, un concret. Voilà. Et les gens en feront ce qu'ils peuvent en prendre, en gros. Je pense qu'il y a eu ça chez elle. Je me souviens d'une discussion sur Fanny Alexandre, le film, enfin le roman, le film et la série de Bergman, dont elle avait tiré un spectacle pour la Comédie Française. Elle venait de faire un Vania de Tchekhov au Théâtre du Vieux-Colombier. Et je lui avais dit, Julie, j'aimerais bien que tu viennes à la salle Richelieu. Mais la salle Richelieu induit dans son architecture une théâtralité un petit peu plus grande, une profération nécessaire, une manière d'aller chercher l'attention des uns et des autres qui n'est pas celle de salles plus petites avec un gradinage frontal. Et comme Julie a beaucoup de curiosité, elle m'a dit oui, je veux bien m'attaquer à cette chose-là. C'est pas ma tasse de thé, mais je veux bien. Mais on avait beaucoup discuté de cette chose-là. Et je pense que en prenant ce documentaire, en travaillant sur Weizmann, je pense qu'elle a décidé de ne pas se poser ces questions-là, à savoir comment je fais avec ma matière pour en faire théâtre quand même dans ce dispositif immense qui est la cour d'honneur. Je ne sais plus avec qui je discutais hier en me disant finalement on a beaucoup de chance les uns et les autres d'être là chaque année, quel que soit le titre proposé, et de finalement dans notre mémoire savoir ce qui surnage. Et est-ce que ça surnage parce que c'est une metteuse en scène ou un metteur en scène qu'on aime beaucoup, enfin plutôt un metteur en scène vu que Julie est la seconde femme seulement à la cour d'honneur, ou est-ce que c'est des acteurs que j'aime ou un titre que j'aime? Très souvent on se souvient des spectacles dont la densité, dont la capacité de concentration c'est intéressant que ceux qui l'ont vu dans la chambre d'hôtel se disent « Tiens, là, je comprends mieux parce que j'ai le gros plan ». Certains metteurs en scène, donc, réussissent à faire des gros plans, en tout cas à concentrer, à densifier leur théâtre au milieu de ce lieu tellement immense. Je me souviens très bien que Ivo van Hove, avant les damnés, avait appelé les metteurs en scène qu'il connaissait pour dire « C'est quoi la difficulté à la cour d'honneur ?» Et ils avaient tous répondu « Trouve une salle de répétition de la même dimension ». Parce que quand tu répètes dans ton garage et que 10 jours après, tu arrives avec tous les problèmes de lumière, de tout, qu'il faut se fader, de Mistral, etc., t'es mort parce que tu n'arrives pas à reconcentrer ton spectacle. Et il y a vraiment ceux qui y arrivent et puis ceux qui ont du mal à y arriver. Mais je soupçonne Julie de ne pas avoir voulu le prendre en compte d'une certaine manière en se disant la réalité, ce que je pose n'a pas besoin de théâtre, n'a pas besoin d'entour, d'alentour, ce que je ne pense pas être juste. Je crois qu'elle a cherché effectivement cette scénographie
fonctionne exactement comme Christophe, tu l'as décrite, dans la compréhension de ce grand lieu. En même temps, je me suis posé la question de est-ce que ces espaliers servent à quelque chose? Est-ce que d'accessoiriser à ce point sert à quelque chose? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement faire comme la caméra de Weizmann, c'est-à-dire ça passe d'un visage à l'autre sans aucun commentaire? Et il me semble que c'est un débat que j'ai assez régulièrement. Je vais beaucoup voir de jeunes équipes et je vais beaucoup au théâtre, dans des petites salles à Paris et en banlieue parisienne. Et de temps en temps, dans les débats que je peux avoir avec eux, je leur dis attention, la vertu ne fait pas théâtre. C'est pas parce que votre sujet est vertueux, c'est pas parce qu'il est d'importance, c'est pas parce qu'il est bien posé que immédiatement il va se passer quelque chose. Et alors, si on demandait à chacun de décrire ce pourquoi il va au théâtre et quel est le déplacement en lui, qu'il soit intellectuel ou ventral, mais il y a quand même quelque chose qu'on appelle le théâtre qui fait qu'il y a une soirée exceptionnelle qui se passe, ou en tout cas quelque chose qui vient nous chercher, quelque chose qui nous fouille les poches ou la mémoire ou l'intelligence, qui vient en pickpocket comme ça et qui repart sur le plateau, et qui là, dans la cour d'honneur, dans cette distance-là, je l'observais sur moi-même, je l'observais autour de moi, je regardais beaucoup comment est-ce que les gens écoutaient le spectacle, et il y avait une attention politique portée, mais que je suis persuadé que les grands spectacles politiques n'oublient jamais le théâtre. Alors ensuite, oui, le magma, est-ce qu'il était possible de le faire avec cette matière-là? Je me souviens très bien, dans Fanny Alexandre, à un moment, Denis Podalides qui joue Ekdal, le directeur du théâtre, meurt en répétant le spectre d'Hamlet. L'ironie de Bergman, il meurt sur la scène, c'est une mort d'acteur évidemment, mais Elsa Le Poivre qui jouait sa femme et Florence Viella qui était là, avait une manière de gérer la scène, évidemment organisée par Julie Deliquet, qui était stupéfiante, qui était absolument impressionnante. On savait que Denis faisait semblant de mourir, mais la réaction d'Elsa était d'une crudité, d'un réel absolument dingue. C'est elle qui accréditait le fait que Denis était mort. Son cri, enfin, ils avaient trouvé quelque chose justement de pas théâtral du tout, ce genre de cri qu'on déteste entendre dans les familles, ou qui nous saisissent immédiatement parce que quelque chose se passe. Et j'étais très étonné de voir que hier, alors qu'il y a que des gens en crise, que des gens traversant une crise, elle n'arrivait pas à atteindre cette chose-là alors qu'elle le cherchait. Alors, je me suis beaucoup posé la question de pourquoi ça ne marchait pas. J'ai l'impression que ce n'est pas une matière qui peut, enfin, à partir du moment où cette matière-là est reprise au micro, déjà, j'ai l'impression qu'on lui retire son intime et sa maladresse. Ça l'officialise là où la caméra de Weizmann se pose simplement et va faire un constat très proche des choses. Le fait de devoir, puis on sent bien que les actrices et les acteurs, dont la moitié de sa bande habituelle et puis la moitié a été castée pour le spectacle, on sent bien que dans l'immensité des choses, eh ben, il faut envoyer le boulet, comme on dit, au théâtre. Mais finalement, plus ça théâtralise, plus ça ôte la profondeur et la vérité de ce qui est mis sur le plateau. C'est comme si cette matière-là ne supportait pas d'être proférée. Sauf qu'à la cour d'honneur, on est dans un paradoxe de distance, et je pense que cette équation-là n'a pas été trouvée. Est-ce qu'elle peut se trouver à l'avance ? Est-ce qu'on peut le savoir ou non? Ou est-ce qu'on est tout d'un coup dans un objet dont on a trouvé toute la substance en salle de répétition, puis on arrive... elle est dure, la cour. Très souvent, c'est lui-là. Elle est notamment dure quand vous commencez à être sur le plateau au moment où tout le monde a les audioguides et qu'il y a du soleil et qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune concentration possible. Il est sûr que la nuit arrivant, il y a quelque chose qui se fait, le silence du public, celui qu'on gagne crée une intensité et une concentration, ça c'est sûr, mais ça reste quand même un lieu où la dispersion, la dilatation est pratiquement de soi. Il n'y a aucun théâtre qui a 40 mètres d'ouverture. Ça n'existe pas, c'est un terrain de foot.
c'est d'autres dimensions, quoi. Voilà. Donc je pense qu'elle a essayé d'organiser les choses, ça se sent quand elle dit que sur les je ne sais plus combien de personnages qu'il y a dans le film, elle a pris 15 personnages pour vraiment les recentrer. Donc c'est comme si de cette matière brute, non organisée, qui est la vie de toutes ces personnes déchues, déconsidérées, perdues, qu'elle a voulu mettre à l'honneur. C'est très beau, cette équation-là. Je mets dans la cour d'honneur, je mets à l'honneur dans cette cour la folie ordinaire et les destins perdus des gens sans destin. Et effectivement, il y a quelque chose là-dedans très beau, mais on s'arrête au fait qu'il faut faire théâtre. Et que Julie, ou bien parce qu'elle est arrivée peut-être trop tard dans la cour, qu'elle n'en a pas trouvé les moyens, et encore une fois, pourtant, elle essaye d'organiser. Pourtant, ce qu'elle fait démonter au début du spectacle est bien pour nous expliquer que nous sommes dans un lieu qui n'a pas cette fonction-là, mais qui, parce qu'il y a inondation, parce qu'il y a un feu de forêt, parce qu'il y a une révolution, on accueille les gens pour les faire dormir là. On a tous ces images en tête. Donc je pense que la déconstruction de ce décor était pour nous en donner son sens de lecture. Donc il y a un souci d'organisation, et c'est comme si ce souci d'organisation ôtait le magma. Cette chose, Weisman, l'amour joué, il n'y a pas un commentaire. Ça fait partie de... C'est des heures et des heures et des heures où la caméra est posée, et puis ensuite il dérush, il écrit par ces images, mais il n'y a pas un commentaire, il n'y a pas une voix off qui nous dit ce qu'il faut comprendre. On est dans un constat totalement objectif, très près, et on ne pose la caméra que devant l'ébullition de ce magma qui n'est pas organisé. Donc peut-être que le geste de théâtre en soi, la mise en scène, ou la mise en sens et la mise en espace, est peut-être un geste contradictoire par rapport à cette matière-là, et que ce qu'on a pu ressentir, peut-être, enfin, ce que j'ai pu ressentir moi, c'est que j'ai été intéressé du début jusqu'à la fin, mais toujours en me disant pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne vient pas me chercher? Peut-être que ça a sans doute marché pour plein de gens qui ont applaudi à tout rompre à la fin, mais je me pose la question. Et il ne me semble pas qu'il y a un hiatus entre les moyens du théâtre et la chose profonde et politique et nécessaire. C'est juste l'impression de c'est pas du tout parce que ça s'est passé aux Français, mais pour ceux qui ont le souvenir des damnés, et notamment de la salle debout à la fin des damnés, je pense que c'était l'alliance de ces deux choses-là. C'est qu'il y avait quelque chose d'une mémoire atroce, il y avait quelque chose de très intéressant sur la rencontre du grand capital avec la pire des politiques, il y avait quelque chose sur lequel tout le monde se disait oui, j'ai envie qu'on me dise cette chose-là, j'ai envie qu'on me démonte comment ça a pu se faire. Et en même temps, les moyens d'Ivo, qui sont des moyens de théâtre, de technicité, faisaient que sans doute il y avait les deux et qu'on avait aussi le plaisir du théâtre et que l'un ne va pas contre l'autre. Voilà, et je suis assez persuadé que les deux... c'est ce qui... Je suis quelquefois inquiet pour les écoles de théâtre parce que j'entends que de jeunes gens savent ce qu'ils doivent apprendre, ce qui me paraît toujours un truc un peu compliqué à placer. En même temps, je vois sortir des comédiennes et des comédiens exceptionnels des écoles, donc ça veut dire qu'elles fonctionnent, mais que j'ai l'impression de la manufacture, l'artisanat du théâtre, quelquefois, est un peu mise de côté. Je trouve ça dommage par rapport à ce qu'ils ont envie de dire, et ce qu'ils ont envie de dire, quand ça manque de moyens, ce qui est dit n'est pas entendu. C'est aussi simple que ça. Voilà. Qui est-ce qui veut réagir? Alors, Denis, Karine, je crois que tu as un micro, Lionel aussi. Attends, est-ce qu'on a des micros ici? Christophe, tu peux me passer celui-ci, s'il te plaît? Merci. Merci, Karine. Denis, derrière toi, alors, si tu veux bien. Bonjour, c'est super facile de prendre la parole après vous, surtout pour parler de théâtre. Donc, j'ai envie de vous dire juste super vite 6 points. Le premier, merci encore. On en a parlé tout à l'heure, mais merci. La Bohème, c'était
extraordinaire. Il y a eu, j'arrive pas à faire autrement, à chaque fois je me fais avoir une émotion délirante. Mais enfin, je pense qu'on l'a partagé, et toi tu m'en veux beaucoup plus que moi, mais extraordinaire. Très vite, le point sur la différence entre TV et théâtre, télévision et théâtre, c'est qu'en fait, les gros plans, ils permettent un truc tout bête. La personne qui parle et qui a un énorme poireau là, tant qu'on l'a pas vu son visage, on comprend pas. Je comprends pas. Le troisième point, moi je suis complètement d'accord sur ce dieu argent qui est une bouée et sur lequel, évidemment, les gens s'accrochent. Et quand on parle de ce moment fort où, en fait, ça sert à tout le monde, mais pas au même niveau. C'est-à-dire que ceux qui n'en ont pas du tout, c'est super compliqué. Et ceux qui en ont un peu, ils ont peur. Et on le sent. Le quatrième point, très rapidement, moi j'ai l'impression que ce juif errant, et on parlait des égarés, il est à la fois dans le monde et dans le métamonde. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire qui est un peu transcendée. Ensuite, le truc incroyable, c'est cette idée d'État-providence où on dit il ne peut pas remplir son rôle, mais parce que c'est une tâche impossible. Donc c'est juste tellement pas possible qu'on peut toujours expliquer, mais que ça ne sert à rien. Et pour finir, j'ose, parce que c'est quand même quelqu'un que j'adore, une phrase de Léo Ferré qui dit « Le désespoir est une forme supérieure de la critique ». Je suis désolé, j'étais 1000 fois moins bon que toi, mais que vous, mais c'était du bonheur. On a encore une réaction, et c'est Nathalie et puis Lionel après. Nathalie Bonnecarrère, DRH Dexia. Alors moi j'ai adoré. J'ai adoré, d'abord ça a été me chercher, c'est de l'émotion, c'est pas intellectuel. J'ai compris j'ai en tout cas trouvé un sens politique, j'ai trouvé un sens social, mais au-delà de ça, j'ai trouvé un sens émotionnel. Ça m'a bouleversée, et quand je vous en parle, vous l'entendez. Désolée, c'est mon téléphone. J'ai trouvé que, au contraire, la scène était super bien utilisée. Que cette espèce le fait de déliter le temps, d'avoir une incompréhension entre des gens qui souffrent et des gens qui sont censés les aider mais qui n'y arrivent pas, parce qu'ils sont tenus par la procédure, par des process, par une bonne volonté mais une incapacité de faire, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien, au contraire, présenté dans l'horizontalité de la scène. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des moments de solidarité forts, alors avec des tentatives de ces gens qui ont envie d'aider mais qui n'y arrivent pas, avec l'un d'entre eux au niveau de l'aide sociale qui essayait de faire le relais, le passage, voilà, en disant mais restons humains. La procédure, les process, les formulaires, c'est une chose, mais vous avez une femme là qui souffre, vous avez des enfants qui souffrent. Enfin voilà, moi, au moment où je vous en parle, j'en pleure, donc ça vous montre que ça m'a vraiment émue. Et pour moi, le geste, c'est un geste théâtral. Et j'ai vu plein de gens qui partaient, j'ai vu plein de gens qui restaient, des jeunes, des moins jeunes. Et j'ai parlé avec des jeunes qui me disaient « Waouh, c'était quand même... » Je ne sais pas, d'ailleurs, ils ont dit avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas si j'ai aimé ou pas, mais ça m'a bouleversée. Des jeunes ont dit ça. Et je ne sais pas si c'est un geste politique ou autre. C'est juste se dire, c'est près de nous, et on s'en tient loin. Et ça, elle a réussi à le faire. Et ça, je ne sais pas si c'est un acte théâtral ou pas. En tout cas, c'est aller chercher l'émotion auprès des spectateurs. Je l'avoue, cher Christophe, cher Eric, j'ai applaudi. J'ai failli partir au bout d'une demi-heure. Parce que je me suis dit, bon, ça va, j'ai compris. Ça va se répéter indéfiniment. Donc, je regardais les personnes qui quittaient la salle. Et puis, petit à petit, je me suis laissé prendre. Et j'ai été ému. Alors, je n'ai pas vu le film de Wiesmann, donc je ne porterai pas de jugement sur la comparaison entre les gros plans et puis ce qu'on voit sur la scène. J'ai trouvé que, je ne suis pas un homme de théâtre, donc je dis ça avec beaucoup d'humilité, cet espace extraordinaire était quand même habité, et bien habité, par le jeu des acteurs. Et puis surtout, si j'ai marché, c'est parce que je me suis retrouvé dans les bureaux du CCAS de Bordeaux, du Centre communal d'action sociale. Et j'ai été absolument sidéré par l'actualité de ce que je voyais sur la scène. C'est ce qui se vit encore aujourd'hui. Il n'y a plus d'hygiaphones, enfin on les a peut-être remis après le Covid, mais cette espèce de conflit entre des gens qui veulent aider et qui n'y arrivent pas, et puis ceux qui attendent tout de suite et qui n'y arrivent pas non plus, c'est exactement la réalité quotidienne d'un certain nombre de nos concitoyens qui ont une histoire, qui n'ont peut-être pas de destin, mais qui ont une histoire.
qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, voilà. Et puis, je me suis laissé prendre aussi par l'étirement du temps. Parce que qu'est-ce qu'on constate dans ces bureaux? C'est que le temps n'est plus maîtrisé par ces gens qui viennent et à qui on dit c'est pas ici qu'il faut aller, c'est à la CAF. Non, c'est pas à la CAF, c'est à la Sécurité sociale, et ainsi de suite. Votre dossier n'est pas complet, il faut une pièce supplémentaire, donc revenez. Donc le temps s'étire, on n'en sort jamais. Et je trouve que cette espèce d'étirement du temps est quelque chose qui a été très bien rendu par la durée du spectacle, peut-être. Voilà. Donc j'ai finalement aimé. Il y a d'ailleurs une phrase à un moment donné d'un des personnages sur la classe moyenne. On est en 73, la classe moyenne a disparu, il n'y a plus de classe moyenne, donc c'est la fin du rêve américain. Je trouvais que ça résonnait très fortement avec ce qu'on entend depuis quelques années dans notre société. Eric, notre réaction par rapport à ce qui a été dit? Aucune, c'est des contradictions, encore une fois, dont je me réjouis. C'est toute la chimie du théâtre, effectivement. Alors, si je dis peut-être d'une façon, je donne mon avis, il n'est pas plus autorisé qu'un autre. J'essaie de réfléchir avec toute l'impression et toute la connaissance et toute l'admiration que j'ai pour le théâtre de Julie, de me dire pourquoi ce n'est pas le spectacle qui m'a le plus touché. Maintenant, que vous soyez touché à ce point-là, c'est une preuve absolue. Autre réaction? Non, juste un petit commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'envie ne fait pas forcément théâtre et que là, je vous rejoins qu'il y a un moment où l'alchimie, enfin, personnellement, je ne l'ai pas complètement senti. En revanche, il y a un moment moi, qui m'a peut-être pas bouleversé autant que vous, je m'en excuse, mais qui m'a vraiment emporté quand même et qui m'a changé ma vision globale du spectacle, c'est finalement les 5 dernières minutes. Parce qu'on parle beaucoup de la souffrance des sans-abri, des pauvres, etc., ce qui est normal, c'est le thème du sujet, mais finalement c'était le thème le plus, enfin j'ose pas dire le plus convenu, mais le plus classique, mais que ce tiraillement des aides, enfin des gens qui vont les aider, est finalement aussi très fort. C'est-à-dire que ces phrases que dit cette jeune femme qui finalement à la fois est guidée par cette volonté d'aider les gens, mais qui n'a qu'un souhait, c'est d'être mutée dans un autre service parce qu'elle n'en peut plus, etc. Je pense que c'est aussi en partie ces 5 dernières minutes qui étaient extrêmement fortes et qui résumaient bien cette vision globale de tout et cette description de cette espèce de comédie humaine finalement qu'on avait tout au long de la pièce. Et ça, bon, faut pas que ça passe sous silence parce que c'était probablement aussi important, même si c'était 5 minutes à la fin. C'est vrai qu'il y a 2 moments dans ce travail qui sont un peu décalés, un peu étranges. Il y a cette fin où on voit l'envers du décor. Voilà, les spectateurs sont partis. Qu'est-ce qui se passe sur le théâtre? On parle en effet de celui qui devait venir avec les cheveux longs, là, qui n'est pas venu de la journée, de celle qui aurait dû être mutée, qui n'est pas mutée, avec les tensions qu'il y a eu entre ces fonctionnaires derrière leur bonne volonté partagée. Et puis il y a ce moment de la pause déjeuner, où d'un seul coup, les indigents qui n'ont même pas de quoi manger, on donne l'impression qu'ils changent de vie. Voilà, il y en a un qui se met à jouer au basket, puis après il chante une chanson, les autres participent, comme s'il y avait une vie à côté de leur vie qui est faite de paperasse quotidienne, de changement d'hôtel. Ils changent de rôle en fait. Ils changent de rôle. Et même le sergent d'ailleurs tombe la veste et se met à jouer avec ceux qu'il a engueulés juste avant et qu'il va maîtriser juste après. C'était un moment un peu étrange, un peu suspendu. J'ai trouvé aussi effectivement que l'équilibre entre la difficulté de ceux qui n'arrivent pas à donner réponse et de ceux qui en demandent était magnifiquement posé. Et pas du tout, voilà. Moi, absolument. je pensais que ça allait être kafkaïen, Ouais. qu'on allait voir une administration de rouages qui se ressemblaient tous, brutaux, en acier trempé, inhumains. Et non, c'est profondément humain. Profondément humain. Et d'ailleurs, ils se mélangent, et on a envie de prendre les uns dans les bras autant que les autres, tellement il y a un désarroi qui est partagé. Et là, en effet, je pense que l'expérience concrète de terrain de ces fonctionnaires d'action sociale, elle est irremplaçable. C'est l'utilité sociale, le peu qu'on arrive à recoudre du tissu humain en passant quelques années de sa vie à faire ce genre de métier, ça n'a pas de valeur, c'est sans prix. Julie veut toujours que se mélange dans ses projets la fiction et la réalité. Il y a plein de moments où on ne sache plus exactement qui parle. Est-ce que c'est le personnage? Est-ce que c'est l'acteur? Est-ce que c'est la personne qui parle? Et
J'observais juste hier que les 4 qui organisent, ceux qui prennent la première vague et comment ils appellent ça, Superviseurs. Les superviseurs, absolument. Ces 4-là sont des membres fondateurs de son collectif. C'est comme si elle avait placé autour d'elle, finalement, des gens qui doivent être dans les mêmes contradictions, travaillant avec elle au théâtre Gérard Philippe, entre les actions sociales qu'ils font, les désirs de rôle qu'ils aimeraient avoir dans les spectacles, leur rapport à Julie et à son autorité. C'est assez beau de voir qu'il y a une sous-lecture pour qui connaît la composition de sa troupe, et c'est eux qui organisent autour. Moi, personnellement, je complète ce que vient de dire Franck. La fin du spectacle, je l'ai particulièrement apprécié, en particulier lorsque les acteurs, enfin les invisibles reviennent sur scène comme des zombies, avec cette musique qui accompagne, qui est très, très poignante, etc. Moi, la question que je me pose, c'est finalement si le fond du problème ne sont pas les conditions matérielles de la cour d'honneur qui n'étaient pas adaptées au thème de la pièce. Je serais très intéressé de voir cette même pièce jouée dans un lieu beaucoup plus intime. Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu également recourir un peu à la vidéo qui était très à la mode, enfin qui est très à la mode dans un certain nombre de spectacles et que là on n'a pas utilisé et qui aurait permis de faire des focus peut-être sur un certain nombre de personnages qui étaient clés. Voilà. Et puis dernière chose, si on pouvait améliorer le confort des sièges pour les gens les plus âgés, ce serait quand même très sympa. Je vais faire passer le message à mes homologues. Je voulais revenir sur ce que vous disiez concernant le décor. J'ai trouvé que le décor, avec tous les éléments, ça montrait comment ce lieu, normalement, vivait énormément, avec des jeunes, de la compétition, du dynamisme, de l'attention du public, et que peut-être le voir avec tous ces gens désemparés, ça pesait. Et l'autre chose, tu parlais de Caroline, la directrice de Strasbourg, oui. Elle a fait un spectacle qui s'appelle Les Engloutis, je ne sais pas si tu l'as vu, à l'Odéon. Non, pas encore. Et c'est un sujet qui est assez proche, qui se passe dans une plus petite scène, oui. Et là c'est totalement poignant, comme l'a ressenti la dame qui parlait tout à l'heure. Et je trouvais que là, ces gens qui sont souvent oubliés, parfois jusqu'à mépriser, enfin, dont on ne s'occupe pas vraiment, les voir dans la situation que tu décrivais, où les gens ont ressenti l'abandon, c'était un peu terrible de voir que le spectacle de théâtre n'aidait pas à les soutenir. Donc en entendant des témoignages de gens qui ne sont pas partis, qui sont restés, qui ont apprécié, c'est un grand soulagement. Donc, voilà. Et jeudi, il y a eu il y a eu très peu de départs. Oui, jeudi soir. Philippe. Juste peut-être sur Jacques, sur la voix. Je suis persuadé que le spectacle gagnera dans un lieu plus resserré, les 13-14 grands plateaux qu'elle va traverser, qui sont des salles fermées. Je suis persuadé que ça va gagner. Ce qui m'a dérangé, moi, c'est que la technicité, le son, qui n'était pas le plus fin. J'ai déjà vu une utilisation du son plus fine à la cour d'honneur, mettait une sorte de volume au sans-voix qui me faisait que je ne touchais pas leur réalité. C'est cette chose-là qui m'a... Mais je pense aussi que Julie, sur la vidéo, je pense que son éthique a fait de dire je veux travailler avec le moins de moyens possible pour raconter le destin de ceux qui n'en ont pas. Elle a dû se dire, oui, je peux mettre de la vidéo, plein de choses, etc., faire en sorte que l'accueil et le prix du spectacle en session soient extrêmement chers pour les lieux. Je pense qu'elle a dû avoir ce souci-là, et même à voir, mais dans certains lieux, il ne m'étonnerait pas que Julie, qui ne travaille pas avec des micros habituellement, ne décide de donner ce spectacle sans micro. Lionel Prudhomme, donc je ne suis pas Philippe, pas encore. Mais en fait, moi je trouvais sur les 2-3 premiers personnages qu'on voit dans la pièce que en fait, de ce magma, parce que je ne connaissais pas le documentaire avant, je n'en connaissais pas l'existence, et donc je n'étais pas sur quel matériau elle avait pu travailler, donc j'ai vu la pièce en toute, j'allais dire, impunité, mais je trouvais qu'il manquait d'épaisseur, c'est-à-dire qu'on voit ces personnages,
Et si c'est des vulnérables, on ne voit pas vraiment leur histoire finalement. Et on ne voit l'histoire plus tard avec le juif errant, dont on détaille beaucoup plus l'histoire, le parcours, la trajectoire, qui est plus attachant. Et donc d'une certaine manière, j'ai failli partir à ce moment-là, mais comme Alain Juppé était à côté de moi, puis qu'il n'est pas parti, que je le voyais ému, je me suis dit quand même, il faut faire preuve de curiosité, je dois rater quelque chose, voilà. Philippe, merci. On va terminer avec toi, Philippe. Alors, moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, dans le cadre d'un cours que je faisais à l'ESCP, qui était un cours de master, je demandais en fait aux étudiants de travailler sur ou des extraits de films ou des documentaires pour illustrer à leur façon des problématiques de management, de gestion de tension, de choses comme ça. Et il y en avait un qui un jour avait mis vraiment la main sur une manne, qui était cette série belge qui s'appelle Striptease, où c'est vraiment de la caméra stylo. Bon. Et il y en a un qui un jour dit, monsieur, vous avez déjà entendu parler de Welfare? Je dis, alors Welfare, ça me dit rien du tout. Il me dit, si, 72, je ne connais pas. Il me dit, mais dans ce cas, je l'ai mis en streaming, je l'ai mis sur une clé USB, nous, on va faire notre travail là-dessus. Donc moi, j'ai eu la chance de voir ce film à l'époque, et donc noir et blanc, effectivement une atmosphère assez oppressante. Et je dois dire que le fait de l'avoir vu m'a changé totalement, probablement, la façon dont j'ai assisté à la présentation. D'abord, il y avait eu cette espèce de chose extraordinaire, parce que le travail qui a été fait par le metteur en scène, c'est de prendre en fait des tas de morceaux de gens qui se ressemblent dans le film et d'en faire un personnage unique. Par exemple, la femme du début, qui est la femme noire, enceinte, etc. Il y en a 3 en fait dans le documentaire, et donc ils mettent des gens. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Et alors après, il y a une deuxième chose qui m'a vraiment interpellé. Moi, je viens du monde de l'entreprise, mais j'ai eu l'occasion de travailler il y a quelques années dans le monde du social. C'est pas du tout mon univers, et moi je vous cache pas que je travaillais dans des centres d'action sociale, alors pas à Bordeaux en l'occurrence, mais plutôt en l'occurrence à Genève pendant plusieurs années. Quand on est, je dirais, un bourgeois, tout ça, privilégié, on débarque dans le monde du social, la première chose qui, moi, personnellement, m'a toujours posé problème, c'était la violence. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. Les gens qui s'engueulent et qui se tapent dessus, je suis navré, ça me met mal à l'aise physiquement. En revanche, je peux voir des gens se taper dessus sur une scène de théâtre, ça ne me fait strictement rien. Et hier soir, il y a eu 2 moments où je suis revenu de plusieurs années en arrière, à 2 moments précis. Au moment où la petite dame là, perd les pédales complètement et que le flic l'attrape et est obligé de la coincer par terre, etc. Je me doute que l'actrice doit avoir probablement 35-40 ans, mais pour moi, elle en avait 80. Je me souviens d'avoir dit à ma femme, il va la casser, quoi, c'est pas possible. Pour moi, ça me renvoyait cette violence-là, de même que quand l'ancien combattant, complètement starbé, se met à insulter par des propos racistes le flic noir, moi, j'étais, alors je savais très bien, je suis au théâtre, ça m'a créé là aussi un espèce de malaise physique, quoi. Il y a eu 2 moments où je dis, oui, il y a malaise physique. Donc pour moi, malaise physique dans une pièce de théâtre, avec des gens qui en fait sont payés pour faire ça, pour moi, la pièce, elle est formidable. Hein, parce qu'ils m'ont eu, en tout cas. Ils m'ont eu, à plusieurs reprises, ils m'ont eu pendant cette pièce-là. Julie adorerait vous entendre. Voilà. Merci, Philippe. On va vous applaudir, vous remercier tous les deux encore une fois. Je vais demander à Jean-Pierre Hulot merci Christophe, de conclure ces 2 journées. Conclure ces 2 journées, c'est toujours un petit peu difficile, puis surtout que j'ai fait cet exercice un tout petit peu en fin de matinée, donc en définitive, c'est surtout cette intervention, vos 2 interventions, sur lesquelles on va conclure. Moi, dans le fond, une fois de plus, ce qui m'a fait plaisir pendant ces 2 jours passés ensemble, c'est à la fois, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois le fait qu'il y a eu une sorte de cohérence finalement assez exceptionnelle entre la thématique et les interventions qu'on a entendues. Et ça, je pense que c'est probablement un des achèvements cette année qui a été peut-être le plus proche et le plus réussi depuis les 13 éditions qu'on a vécues avant. Donc là, merci au comité d'organisation. Merci à Fred pour son animation. Et ce qui me paraît, ce que je voudrais souligner, c'est que finalement, on a beaucoup tourné autour d'un certain nombre de cette problématique de la bascule sociale,
qui a été évoqué, et ce qui m'amuse, enfin, c'est évidemment caricatural, mais c'est que depuis des années, je me dis, quelque part, le directeur du festival d'Avignon attend toujours que nous ayons fixé le thème du colloque pour définir en fait la pièce qui va ouvrir le festival. Parce qu'il y a quand même toujours quelque chose, une vibration commune entre ce qu'on voit dans la cour d'honneur du Palais des Papes et puis finalement tout ce qu'on s'est raconté, pendant un jour et demi. Et enfin la dernière chose, et puis je m'arrête là, tout à l'heure je voulais vous libérer pour aller prendre l'apéritif, maintenant je vais vous libérer pour prendre vos quartiers, et c'est en fait de se dire, et que c'est chaque fois la même alchimie, sinon théâtrale, mais en tout cas la même alchimie, que finalement nous terminons par quelque chose qui est je dirais une sorte d'ode à la culture, et que aussi bien avec Christian Monjou tout à l'heure qu'avec vous deux, merci Christophe, merci Eric. Je vais laisser la place à 2 petites secondes à notre On a été très heureux de vous recevoir, très heureux de réunir pour la 14e fois ce qu'on peut appeler la famille DPA. Je sais que certains ont hâte déjà de préparer la 15e réunion de la famille DPA. Et je voudrais quand même qu'on remercie Jean-Pierre qui porte tout cela. Merci à Karine, à Pascal, à Sophie. Donc j'espère que vous repartirez avec plein de questions, avec pas trop de réponses, et en tout cas avec le souvenir de belles rencontres. Merci à tous. Merci Stéphane, et je voudrais remercier toutes les équipes techniques qui sont là. Vraiment, ça a été un super boulot. Bravo. Merci à vous tous et toutes d'avoir été là. Merci Najad, merci cher Alain Juppé, merci Isabelle, merci à vous tous. C'était, pour moi, ça m'a bien porté dans l'animation. Donc heureusement que vous êtes là. Merci.